Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Hypnotact. Je m'appelle Hugo Sugno et je suis ravi de vous accueillir ici pour vous présenter la première partie d'une conférence qui s'appelle La science pour comprendre la douleur. Alors, si vous êtes ici, certainement que le sujet de la douleur vous intéresse et que vous posez des questions sur comment fonctionne la douleur, à quoi est-elle due, à quoi sert-elle, comment peut-on la soulager. Toutes ces questions, comme vous, m'intéressent et c'est pour ça que j'ai mis en place cette conférence. Vous pouvez d'ailleurs donner votre avis à ce sujet dans les commentaires de cette vidéo. Je me ferai un plaisir d'y répondre éventuellement. Toujours est-il, pendant que vous donnez votre avis éventuellement sur le sujet, je me présente, je m'appelle Hugo Fugno, je suis professionnel de santé. Depuis 20 ans, je m'intéresse de près à la douleur et je me forme pour essayer de mieux en mieux la prendre en charge et pour essayer de faire évoluer ce concept. Et alors, j'ai travaillé pendant 20 ans, je me suis formé à de nombreuses techniques et puis j'ai découvert avec étonnement que des techniques telles que l'auto-hypnose, la sophrologie, la cohérence cardiaque, la méditation pouvaient avoir un impact très positif, par exemple, sur les douleurs, notamment les douleurs chroniques. Alors, je me suis demandé quel était le lien, effectivement, entre ce sur quoi on pouvait éventuellement agir, le stress, l'anxiété peut-être, avec la sophrologie, l'auto-hypnose, la cohérence cardiaque, la méditation et la douleur. Et ce qui était intéressant, c'est que dans le même temps sont arrivées des informations scientifiques qui m'ont permis de comprendre ce lien-là. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette conférence et de vous présenter au plus grand nombre justement connaissances scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre actuellement le fonctionnement de la douleur. Alors c'est une conférence que je donne habituellement dans des médiathèques, dans des lieux où des gens ont envie de me recevoir. Et aujourd'hui, confinement oblige, je me propose de la faire de façon virtuelle pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Donc, pour commencer cette conférence, on parle de science, donc je vais vous expliquer un petit peu comment fonctionne la science. Donc la science, c'est d'abord une méthodologie. Une méthodologie qui nous permet d'obtenir des statistiques. Alors par exemple, prenons une pathologie donnée. On crée des petits groupes, alors là, qui sont représentés par les 5 bonhommes rouges. Les 5 bonhommes rouges, là, ici à gauche, sont malades. Et puis, on va les traiter avec un traitement A et puis avec un traitement B. On va comparer les effets des traitements A et des traitements B. On constate ici, par exemple, que le traitement A soulage 3 petits bonhommes, c'est-à-dire 60% de notre groupe. Le traitement B ne soulage que 2 petits bonhommes, c'est-à-dire que 40% de notre groupe. Donc, a priori, dans un premier temps, on pourrait constater que le traitement A est plus efficace que le traitement B. Mais ça manque un peu de précision. Donc, la méthode scientifique va chercher un peu d'autres choses. On va comparer aussi l'efficacité de ces traitements à l'absence de traitement. Là, le traitement O ou traitement plutôt zéro. En fait, on ne fait pas de traitement. On prend des gens qui ont la même pathologie que ceux qui ont été traités avec les traitements A et les traitements B, et on ne les traite pas. On ne fait rien, et on se constate, par exemple, que dans cette pathologie, on peut avoir un certain nombre de patients qui souffrent de cela et qui vont être soulagés sans nécessairement faire quoi que ce soit, prendre aucun traitement à ce sujet. Vous verrez que effectivement, dans la douleur, ça peut être le cas. C'est pas rare, les douleurs qui apparaissent puis qui disparaissent spontanément quelques jours plus tard, sans rien y faire de particulier, sans rien changer à sa vie en tout cas. On compare aussi par exemple, dans la méthode scientifique, on va comparer aussi à l'effet placebo. C'est-à-dire que le placebo, c'est quand on donne un médicament, quand on fait croire à un patient qu'on lui donne un médicament et que ce n'est pas vraiment un médicament, et que ça le soulage quand même. Et ça, en fait, euh, ça existe dans un certain nombre de pathologies, pas dans toutes. Dans la douleur, c'est quelque chose qui existe et on sait maintenant un peu mieux comment ça fonctionne. On sait que lorsque le patient est convaincu qu'il est correctement pris en charge, ça permet la libération d'endorphines et qui vont effectivement soulager la douleur. Et on sait que plus l'acte médical qui est proposé va être un acte invasif, plus l'effet placebo sera puissant. C'est pour ça que, par exemple, un petit cachet fera moins d'effet placebo qu'un gros cachet, des gélules feront encore un effet plus important, une injection un effet encore plus important, et même une opération chirurgicale encore un effet plus important.
D'accord? Donc, la méthode scientifique, elle vise à nous donner une meilleure compréhension des pathologies, une meilleure compréhension des traitements, de pourquoi ils fonctionnent et pourquoi pas, et de s'ils fonctionnent déjà, de comparer leur efficacité, etc., etc. Et donc de proposer les meilleurs traitements aux personnes concernées. Je vais vous parler aussi de la notion de corrélation, parce que c'est quelque chose d'important. La corrélation, euh, c'est important dans la notion de douleur. Pourquoi? Parce que la douleur, ça n'est pas une maladie. Une douleur, c'est un symptôme. C'est un symptôme qu'on va essayer de rapprocher à certaines maladies. Par exemple, je vous donne l'exemple de l'arthrose. Tout le monde a entendu certainement à un moment ou à un autre que l'arthrose fait mal. Donc, les scientifiques se sont posés sur la question de la corrélation entre l'arthrose et la douleur. C'est bien normal. On a cherché. Malheureusement, on ne trouve pas de corrélation entre l'arthrose et la douleur. Alors, qu'est-ce que c'est que la corrélation? La corrélation, c'est par exemple, si on considère que la douleur est la conséquence de l'arthrose, normalement, plus les signes d'arthrose sont importants et plus la douleur devrait augmenter. Or, quand on fait des études scientifiques sur le sujet, ça n'est pas le cas. Voilà. Aussi, on peut avoir il n'y a pas forcément de proportionnalité entre l'intensité de la douleur et l'intensité des signes, par exemple, à la radio de la douleur. Aussi, ben voilà, effectivement, en revanche, si on prend quelqu'un qui a mal, il n'est pas rare de trouver de l'arthrose quand on fait une radio chez cette personne. Mais c'est normal parce que, par exemple, on sait qu'à peu près un peu plus de 70% des gens qui ont dépassé les 20 ans ont par exemple des signes d'arthrose au niveau cervical. Donc, si vous avez mal dans la nuque et que vous avez 25 ans et qu'on vous dit, ah bah oui, vous avez un disque abîmé, et c'est le début de l'arthrose cervicale, machin, etc. Bah, rien de plus normal, quasiment 75% de la population a des signes d'arthrose, des signes d'affaissement disco au niveau des disques cervicaux. Donc, et pour autant, on n'a pas 75% de la population qui a mal dans la nuque passé l'âge de 20 ans. Donc voilà, on a du mal à établir une corrélation entre la douleur et l'arthrose. Par exemple, on se rend compte à l'heure actuelle, en revanche, qu'il y a plus de corrélation finalement entre la douleur et les troubles du sommeil qu'entre la douleur et l'arthrose. Pour vous donner un autre exemple, par exemple, seulement 8,5% des gens qui ont de l'arthrose au niveau des hanches souffrent. Au contraire, plus de 50% des gens qui ont des troubles du sommeil ont des douleurs. Alors, c'est pas pour autant qu'on va réussir à soulager ces personnes en régulant leur sommeil, mais ça nous amène quand même à une forme de compréhension de ce que peut être la douleur. D'accord? Donc, effectivement, la science, en découvrant les choses comme ça, en ayant une certaine compréhension du fonctionnement des pathologies, en ayant une certaine compréhension du fonctionnement des traitements, de pourquoi ils fonctionnent, etc., ça nous permet justement de changer un certain nombre de postulats. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un postulat? Là, vous allez me dire, qu'est-ce que vient faire un rôti de porc dans cette conférence sur la science et la douleur? Eh bien, je vais vous expliquer ça tout de suite. Une jeune fille rentre un soir, après être passée par chez le boucher, avec un rôti de porc à la maison. Son compagnon lui propose de s'asseoir tranquillement au salon, lui apporte un rafraîchissement et décide de faire la cuisine. Il découpe l'entame à gauche, l'entame à droite de son rôti de porc, il le pose dans un plat et le met au four. Elle le regarde faire, elle se demande pourquoi il découpe le rôti de porc et pourquoi il ne le met pas entièrement dans le four. Alors elle lui pose la question. Explique-moi pourquoi tu découpes ce rôti de porc. Et on aurait pu le manger entier, mais bon, c'est pas grave. Mais explique-moi, j'aimerais savoir pourquoi. Alors le jeune homme répond, bah écoute, c'est comme ça qu'on fait cuire le rôti de porc. Dans ma famille, on a toujours fait comme ça. C'est comme ça que le rôti de porc est bon. C'est ainsi qu'il faut cuisiner le rôti de porc. Alors elle est étonnée. Elle se dit peut-être que c'est effectivement une meilleure façon de cuisiner le rôti de porc. En le goûtant quelques minutes plus tard, elle se rend compte qu'il n'est pas forcément meilleur que celui qu'elle fait habituellement et qu'elle ne découpe pas. Alors elle se dit quand même, mais elle repose la question, mais qui t'a appris à faire le rôti de porc comme ça? Bah ma mère, on a toujours fait comme ça dans la famille. Bon, très bien, mais je demanderai donc à ta mère. Le dimanche suivant, ils se retrouvent en famille à midi le dimanche, en train de déjeuner, et elle demande donc à sa belle-mère pourquoi le rôti de porc est cuisiné ainsi. Alors, la belle-mère lui répond que, bah, évidemment, c'est ainsi qu'est cuisiné le rôti de porc, que dans sa famille, on a toujours fait de cette façon-là et qu'il n'y a pas de raison qu'on fasse autrement.
D'ailleurs, c'est la grand-mère qui a toujours fait le rôti de porc de cette façon. Alors la jeune fille, elle commence vraiment à se poser des questions parce que dans sa famille à elle, on n'a jamais fait le rôti de porc comme ça. Donc elle commence vraiment à se poser la question. Alors, elle décide dans la semaine d'appeler la grand-mère pour savoir, mais dites-moi pourquoi est-ce que vous faites le rôti de porc comme ça? Et la grand-mère répond, bah, mais je fais plus le rôti de porc comme ça, moi. Ça fait longtemps que je ne fais plus le rôti de porc comme ça. Depuis que ma fille a quitté la maison, je ne fais plus le rôti de porc comme ça. C'est bien simple, je faisais le rôti de porc comme ça au début de notre mariage, parce qu'avec le grand-père, on n'avait pas beaucoup d'argent, on avait juste un mini four, et donc le rôti de porc du boucher ne rentrait pas entièrement dans le mini four, j'étais obligé d'en couper une partie. Et voilà comment une habitude peut se transmettre de génération en génération, et aussi une croyance peut-être que, par exemple, ben, si j'ai mal dans les hanches, c'est à cause de mon arthrose. Parfois oui, mais pas toujours. C'est un peu plus complexe que ça. Vous saurez en quoi c'est un peu plus complexe que ça dans les parties suivantes de cette conférence. Et donc, bah, si ces débuts de conférence vous intéressent et que vous voulez connaître la suite, je vous invite déjà à vous abonner à la chaîne, et éventuellement à activer les notifications pour être informé que de nouvelles vidéos arrivent. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aussi la liker et la partager si vous pensez que ça peut intéresser certains de vos amis. En tout cas, surveillez bien, la suite de la conférence arrive très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt avec grand plaisir.